de fil de rasoir et relativement à l'ajustement du niveau de l'équilibre. Et donc, si on revient ici, donc vous avez vu que et Caldor ainsi que Harold de Doma, Harold de Doma de préférence, a montré que c'est difficile d'arriver à l'équilibre. À l'équilibre. Pourquoi? Parce que les différents facteurs qui pourraient, par exemple, occasionner une croissance économique équilibrée, donc c'est difficile à ces facteurs-là d'évoluer de manière harmonieuse ou encore de suivre un rythme de référence harmonieuse en quelque sorte. Donc, par rapport avec ça, ce que je dis, c'est difficile d'arriver à y passer. Maintenant, c'est que Robin et Caldor peuvent essayer d'avancer pour essayer de garder la paix et l'épargne au niveau de la recherche de la croissance économique. Donc, comme je l'ai dit, c'est que Nicolas Caldor, donc, notamment dans les années 50, il a essayé de théoriser sur la croissance économique. Quand on dit années 50, là, on est tout de suite après. Oui, il faut faire mes. Ok. Merci. Donc, quand on parle des années 50, là, c'est tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Donc, n'oubliez pas, la Seconde Guerre mondiale, c'est en 1945. Donc, 5 ans, c'est tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, côté que le monde peut ouvrir son autre sphère économique, parce que là, on peut venir avec de nouvelles théories économiques, donc notamment qui peuvent faciliter la reconstruction des pays qui ont été détruits après la Seconde Guerre mondiale, mais notamment pour reconstruire, pas pour reconstruire, mais de préférence pour réduire, par exemple, la pauvreté dans les pays sous-développés, en quelque sorte, notamment les pays du Sud, en quelque sorte. Donc, c'est à partir de ça, surtout à partir de ces théories-là, des théories modernes, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il va créer, ça va les grandes institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le FMI. Donc, pourquoi? C'est pour faciliter une construction des pays qui ont été détruits de préférence après la guerre, et également de réduire la pauvreté dans le monde. Donc, c'était ça, et la mission, encore l'objectif, en quelque sorte. Maintenant, nous parlons de quelle est la position de Caldor, mais également de Robin, relativement à l'équilibre, à la croissance équilibrée. Donc, selon Caldor, c'est que Caldor considère que la proportion marginale à épargner des salaires est largement inférieure à celle des profits. Ça veut dire quoi? Là, nous sommes dans une situation économique qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de la répartition. Je ne sais pas si vous avez un cours qu'on appelle répartition, théorie de la répartition. N'oubliez pas, c'est que il y a une économiste classique, à savoir David Ricardo, il était théorisé sur la répartition économique. Côté que le TCE montrait que dans le système économique, c'est que une répartition qui fait. Donc, au niveau de la répartition, il dit qu'il y a une partie, en fait, de la production ou encore du revenu de l'entreprise qui allait directement vers les propriétés terriennes, qui est ce qu'on appelle la rente foncière. Il dit qu'il y a une partie du revenu qui est allouée de préférence à l'entrepreneur ou encore à la personne qui a décidé de créer l'activité, qui aurait les profits, et une partie qui allait vers les salariés, notamment vers les employés que les salaires. Et une partie dans le revenu qui vient de l'État, qui est sous forme de taxes. Ça, on appelle ça la répartition du revenu. Donc, en don entreprise, donc d'après David Ricardo, c'est que les divisé en 4 parties, répartition en fait en 4 parties. Il y a une partie qui allait vers les propriétés terriennes, c'est la rente. Il y a une partie qui allait vers les entrepreneurs qu'on appelle les investisseurs, qui c'est le profit. Et si ça arrivait qu'il y a ce qu'on appelle des prêts
des prêts qui étaient octroyés à cette entreprise-là, il y a une partie qui pourrait aller vers les banquiers ou encore les créanciers qu'on appelle intérêts et la dernière partie pour aller vers les salariés et également vers l'État en termes de taxes et impôts. C'est ça, les répartition du revenu. C'est la théorie en répartition selon David Ricardo. Maintenant, Caldor a essayé de montrer les relations existantes entre salaire et profit dans le cadre de répartition revenu. Donc maintenant, quand on parle de la propension web à épargner des salaires, ça veut dire quelle quantité, par exemple, du salaire qui est allé vers, par exemple, quelle quantité du revenu qui est allé vers les salariés et quelle quantité qui est allée vers le profit. Est-ce que quelque part, dans l'épargne qui fait là, est-ce qu'il y a une partie qui allait extrêmement vers l'épargne? Est-ce qu'il y a une partie qui allait vers le profit? Regardez. Maintenant, il y a des auteurs qui ont essayé de montrer que dans un système économique là, c'est que rapport épargne, rapport salaire avec profit, c'est lui qui va déterminer en quelque sorte comment l'investissement fait dans l'économie. Regardez. Il dit qu'à partir de là, il dit la proportion marginale à épargner des salaires est largement inférieure à celle de profit. Ça veut dire au sein du revenu, il n'y a plus il y a plus d'argent qui converge vers le salaire ou vers le profit relativement vers le salaire. Il dit à partir de là, le montant de l'épargne n'est plus un paramètre indépendant n'ayant qu'une faible probabilité d'égaliser le montant de l'investissement et ainsi d'assurer le taux de croissance garanti, mais une variable ajustable qui dépend non seulement du niveau du revenu global, mais aussi de la répartition de celle-ci. Ça veut dire quoi? En fait, si on est dans une économie, c'est que n'oubliez pas, au sein de l'économie, euh, qui convertit en investissement, c'est l'épargne. Maintenant, si ça arrive qu'au sein de l'économie, une fois il y a un revenu, dans la répartition du revenu, cette partie qui peut aller vers le salaire est nettement inférieure par rapport au profit. Automatiquement, le taux d'épargne, en quelque sorte, prend le faible. Pourquoi? Parce que le salaire des employés est faible. Donc, si le salaire est faible des employés est faible, donc ce sera difficile pour que ou gon épargne qui est capable d'égaliser l'investissement. Pourquoi? Parce que à travers le profit, les entreprises auront la possibilité de faire des investissements et automatiquement l'épargne au sein des institutions financières peut être faible et automatiquement capable de provoquer un investissement qui fait un gain. Il dit que, si me prend paragraphe ça, il dit à partir de là, puisque la proportion marginale des salaires est inférieure à celle des profits, ça veut dire à chaque fois que le revenu entreprise a augmenté, niveau calé pour le profit est beaucoup plus élevé par rapport avec salaire. Donc, à partir de ça, le montant de l'épargne, ouais, n'est plus un paramètre important, indépendant de préférence. Pourquoi? Parce que l'épargne dépend de sa relais profit, n'ayant qu'une faible probabilité d'égaliser le montant de l'investissement et ainsi d'assurer le taux de croissance garanti. Mais une variable ajustable qui dépend non seulement du niveau du revenu global, mais notamment de la répartition du revenu. Ouais. Maintenant, la caution de l'épargne ici montre Caldor, c'est que puisque la propension marginale de l'épargne des salaires est totalement inférieure par rapport avec profit, automatiquement, l'épargne faite par les employés ou par l'économie est faible. Et s'il est faible, automatiquement, l'épargne a des difficultés pour légaliser ça relève investissement parce que n'oubliez pas ce que pour en croissance dit équilibrée, d'après les auteurs antérieurs, notamment Caldor ainsi que Caldor, ainsi que Aodoma, ainsi que Keynes, ils ont montré que pour une croissance équilibrée, ou pour l'économie soit en équilibre, il faut que l'épargne soit
égal à l'investissement. Maintenant, si ça arrive que l'épargne là, est faible, il y a des difficultés pour que l'épargne là lui-même légalise l'investissement. Donc, dans ce cas, le facteur épargne, les dépend de revenu global là. Qui c'est qui ça? Revenu entreprise là, ça veut les recettes entreprise là, c'est dans le cadre micro. Mais, il dépend surtout comment revenu ça répartit. Est-ce que il y a une faible pourcentage, par exemple, du revenu qui est alloué à ça les employés, qui c'est sous forme de salaire? Est-ce que quantité ça est très faible par rapport avec profit? Maintenant, à niveau que le fait par rapport avec profit, le taux d'épargne est même là faible. Donc, ainsi, Caldo affirme que le taux de l'investissement et le taux d'épargne sont l'un et l'autre fonction de la part des profits dans le revenu national. C'est ça, oui. C'est question et répartition. Hein. Donc maintenant, puisque là, vous voyez, comme bien dit Caldor, c'est que dans le cadre d'une économie, maintenant qui par une bonne répartition qui est faite, automatiquement, le taux d'épargne sera faible. Pourquoi? Parce que le taux d'épargne dépend des salaires. Donc, à niveau que le salaire augmente, automatiquement, l'épargne va augmenter parce que n'oubliez pas, le salaire ici symbolise le revenu disponible pour les individus. Maintenant, si le revenu des individus est faible, automatiquement, l'épargne sera aussi faible. Maintenant, puisque l'épargne est faible, donc l'investissement sera aussi faible parce que l'investissement est fonction de l'épargne. Pourquoi? Parce que c'est le dépôt de John Siko au sein de la Unibank qui va convertir en prêt pour octroyer des prêts à Bruyol ou encore avec François si il décide, par exemple, encore il décidait de faire des activités économiques. De ce fait, d'après Caldo, toujours, le taux d'épargne et le taux d'investissement dans une économie dépend de la part du revenu ou encore des recettes de l'entreprise allouées au profit ou encore la part du profit dans le revenu global. Est-ce que la part du profit dans le revenu global est élevée? Et à niveau que la part des profits dans le revenu global est élevée, automatiquement, l'épargne sera faible. Pourquoi? Parce que l'épargne dépend du salaire en quelque sorte. Parce que n'oubliez pas, c'est qu'au sein de l'entreprise, les recettes est divisées en grande partie en grande partie en deux. C'est le salaire et le profit. Le salaire, c'est pour les employés et le profit, c'est pour les entrepreneurs, en quelque sorte, en considérant que au sein de l'entreprise, donc il n'y a pas vraiment, c'est ce qu'on appelle les fonciers ou encore les propriétaires fonciers, comme a si bien expliqué David Ricardo. Est-ce que c'est clair? On avance? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok, les 15 centimes, c'est clair. Ok. Toujours Caldo, qui ça Caldo dit? Toujours. Il dit si le niveau de l'épargne est insuffisant pour couvrir les dépenses en investissement, parce que, comme on veut le dire, et Keynes, parce que là, on est dans une théorie axée sur la position de Keynes ou encore l'équation de l'équilibre de Keynes, c'est que l'investissement dépend de l'épargne. OK? Ou encore dépend de la propension marginale à épargner. OK? Maintenant, puisque vous voyez que, d'après ce que vient de dire Caldor, donc la proportion marginale à épargner, donc elle dépend de quelle part du revenu qui est alloué à l'épargne, à l'épargne, pas à l'épargne, mais et au profit. C'est-à-dire, est-ce que si ça arrive que le bien coûte 5 $, dans 5 $, en termes de répartition, combien peut aller pour les propriétaires de l'entreprise qu'on appelle sous forme de profit et combien peut aller sous forme de salaire. Parce que n'oubliez pas, une dépend de l'autre parce qu'à niveau que vous augmentez, l'autre a baissé. Maintenant, il dit, si le niveau de l'épargne est insuffisant, par exemple, pour couvrir les dépenses en investissement, parce que l'investissement dépend de l'épargne des entreprises,
une modification de la répartition des revenus en faveur des profits permet d'assurer l'équilibre. Il dit, si ça arrive que l'État n'est pas capable de couvrir dépenses d'investissement, maintenant, dans le cadre de répartition, donc, il est capable de faire appel au profit. Ouais, ça veut dire dans le cadre de répartition, donc faire à ce qu'il y ait une part du revenu qui a au profit qui permet que donc assurer l'équilibre. Donc pourquoi? Parce que n'oubliez pas, automatiquement le revenu, le profit augmente. Donc si par exemple les investisseurs décident de réinvestir les profits, automatiquement l'investissement augmente sans pour autant qu'il n'a pas augmenté. Pourquoi? Parce que là, le revenu sous forme de profit par le convertir en investissement direct sans réellement convertir en épargne. OK? Il dit, en effet, si l'épargne est insuffisante par rapport à l'investissement envisagé des entreprises, l'économie est dans une situation d'excès de la demande globale par rapport à l'offre. C'est clair. Donc, si l'épargne est insuffisante par rapport à l'investissement, automatiquement, ça peut passer. Maintenant, pas bien assez bien que ce qui crée une économie, parce que n'oubliez pas l'investissement. Donc, c'est fait augmenter la capacité productive des entreprises. Automatiquement, ça fait augmenter la production des entreprises. Maintenant, si ça arrive que l'épargne n'est pas suffisante, on va venir dans une situation de rareté où la demande pour les biens et les services sera totalement excédée l'offre des biens et des services. Ouais. Si vous regardez ici, on dit que les entreprises voudraient investir pour satisfaire la demande, mais elles ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce que l'épargne est insuffisante pour amorcer l'investissement ou encore pour encourager l'investissement. Donc, si l'épargne est insuffisante, automatiquement le taux de l'investissement sera faible dans l'économie. Pourquoi pas? Parce que généralement, dans une économie, c'est l'épargne qui est là pour convertir en investissement. Au cas où l'épargne est insuffisante, donc on va assister à une situation de rareté où il y a une faible disponibilité des ressources ou encore des biens et des services et il y a une forte demande pour les biens et les services dans l'économie en quelque sorte. Donc, notamment si on prend le cas d'Haïti. Haïti, c'est un pays qui est dans une situation de faible épargne. Pourquoi? Parce que généralement, les individus qui travaillent ne gagnent pas assez de moyens pour épargner. Et s'il n'y a pas assez de moyens pour épargner, donc on assiste à une situation où l'épargne est faible. Et si l'épargne est faible, l'investissement au sein de l'entreprise sera aussi faible. Par exemple, si on prend les zones rurales, notamment les zones provinciales, par exemple, si on prend Gonaïves, si on prend Port-de-Paix, si on prend Okaïo, tant d'autres. Donc, c'est des zones qui avaient une situation à côté qu'il n'y a pas assez d'épargne au sein des institutions financières. La raison est simple, parce qu'il n'y a pas réellement de fortes activités économiques qui pourraient encourager, par exemple, de l'épargne au sein de l'économie. Donc, s'il n'y a pas d'épargne, il y aura difficilement d'investissement au sein de l'économie, en quelque sorte, sauf au cas où les investisseurs gagnent beaucoup et ils pourraient bien sûr décider de réinvestir leurs profits en quelque sorte. Mais c'est vraiment difficile donc, parce que l'investissement dépend de l'épargne. Woodlin, 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 s'il vous plaît. Maintenant, et avant même, c'est que c'est ça qui est capable de faire, par exemple, si on est dans une économie où l'épargne est faible, notamment l'épargne publique, l'épargne nationale est faible. Parce que n'oubliez pas, il y a deux types d'épargne. Il y a l'épargne privée
il y a l'épargne publique. L'épargne privée traduit l'excès, ouais, traduit l'excès du revenu par rapport à la consommation. C'est-à-dire, il y a ouais, il y a un revenu supérieur par rapport à la consommation, il y a l'épargne privée, mais l'épargne publique, c'est lorsque les recettes publiques excèdent les dépenses publiques. Là, il y a épargne privée et publique de préférence. Maintenant, les deux forment l'épargne nationale. Maintenant, n'oubliez pas, c'est que, comme on vient de le dire, notamment avec Caldor, c'est que c'est l'épargne qu'on utilise pour faire les investissements. Ça veut dire c'est l'épargne des individus, c'est les dépôts des individus ou encore les placements des individus au sein des entreprises qui vont convertir en investissement. Maintenant, que font généralement les pays au cas où l'épargne nationale est faible? Donc, l'épargne nationale ne peut pas amorcer l'investissement ou encore ne peut pas encourager l'investissement pour amorcer ce qu'on appelle le développement économique. Là, automatiquement, on fait appel à l'investissement direct étranger. Est-ce que vous voyez? Là, on fait appel à l'investissement direct étranger. Deuxièmement, on fait appel à des prêts internationaux. Pourquoi? Parce que le pays est dans une situation de faible épargne, notamment est dans une situation de déficit budgétaire. Donc, le pays ne peut pas répondre totalement à ses besoins. Automatiquement, il faut faire appel à des sources extérieures pour compenser cette faiblesse de l'épargne, en quelque sorte, parce qu'il faut que l'économie progresse considérablement. Donc, automatiquement, il faut faire appel à l'épargne extérieure si l'épargne nationale ne peut pas répondre considérablement à l'objectif de croissance. Est-ce que c'est clair? C'est bon? OK, Léoné dit c'est clair. Maintenant, la position de Robinson. Donc, Robinson va statuer lui-même sur un peu l'investissement. Donc, John Robinson considère que l'investissement et le profit interagissent plus ou moins harmonieusement. Donc, relativement à Keynes, qui montre que c'est l'épargne et l'investissement qui devraient être égales ou encore évoluer de manière harmonieuse. Mais Robinson montre qu'au lieu d'accentuer sur l'épargne comme facteur qui pourrait encourager l'équilibre ou encore qui pourrait, par exemple, occasionner une croissance équilibrée, de référence, Robinson montre que à travers cette théorie, que l'investissement et le profit pourraient en fait évoluer de manière harmonieuse relativement à l'épargne. Il dit que l'accumulation résulte du profit. Quand on parle de l'accumulation, on parle de l'investissement. On parle de l'investissement. En quelque sorte, l'accumulation résulte du profit, qui est le moyen principal du financement de l'investissement et la motivation principale de ce dernier. Ça veut dire quoi? Au sein d'une entreprise, ce qui motive les entrepreneurs ou encore et les entreprises à en produire beaucoup plus, c'est le niveau de profit. Vous avez fait ça avec le professeur de microéconomie, ce qu'on appelle facteur déterminant de l'offre d'un bien. Donc, l'un des facteurs déterminants de l'offre d'un bien, c'est le niveau de profit. Donc, de ce fait, le profit est le facteur principal qui encourage ou encore qui détermine l'offre d'un bien par les entrepreneurs. Parce que vous connaissez très bien, c'est que cherchent les entrepreneurs, c'est le profit. Donc, à niveau que le profit augmente, donc ça encourage les entrepreneurs à en produire plus. Pourquoi? Parce que l'objectif final de l'entrepreneur dans toutes les entreprises, donc c'est le profit. Donc, c'est pour cela qu'il dit que l'accumulation résulte du profit, qui est le moyen principal du financement de l'investissement, mais notamment la motivation principale de ce dernier. D'autre côté, d'un autre côté, c'est que le taux de profit dépend directement des investissements passés. C'est clair, hein? Donc, le profit occasionné, par exemple,
par l'entreprise authentée dépend considérablement des investissements authentée moins 1. Ça veut dire, si l'entreprise a occasionné, par exemple, un niveau de profit de 1000 $ américains pour cette année, ce niveau de profit a été occasionné par les investissements qui ont été faits au sein de l'entreprise au cours de l'année antérieure. C'est que parce que n'oubliez pas, c'est que le profit, c'est les résultats. Donc, les résultats dépendent des actions et les actions, c'est les investissements de l'entreprise. Donc, de ce fait, pour Robinson, c'est que au lieu d'accentuer sur l'épargne comme facteur qui pourrait égaliser l'investissement, mais de référence, c'est d'accentuer sur le profit parce qu'il y a un rapport étroit entre ces deux facteurs-là, notamment où le profit dépend considérablement de l'investissement, notamment de l'investissement antérieur ou encore de l'investissement passé. En, Maintenant, toujours selon cette même approche, que l'approche de Robinson, c'est-à-dire que c'est l'interaction entre ces deux variables-là qui permet de définir un sentier de croissance équilibrée. Donc, au lieu de l'épargne et l'investissement, donc c'est mieux de trouver une croissance en accentuant sur le profit et l'investissement. OK? Maintenant, je veux dire que l'effet du profit sur l'investissement doit être compatible avec l'effet de l'investissement sur le profit. Oui, ici, là, c'est que ces deux variables qu'on appelle investissement et l'épargne, c'est qu'il y a un rapport réversible. C'est-à-dire, une capable de déterminer l'autre. Donc, si on prend, qu'est-ce qui fait que l'entreprise a fait profit? Donc, c'est investissement. C'est clair, ça c'est clair. Parce que pour faire du profit, il faut investir. Donc, c'est à partir de l'investissement qu'on aura un profit. Maintenant, de même, le profit maintenant de l'entreprise va encourager aussi l'entrepreneur à en produire plus. Donc, de ce fait, l'investissement, ouais, encourage le profit, de même que le profit encourage l'investissement au sein de l'entreprise. Donc là, c'est que pour Robinson, c'est que ces deux variables-là pourraient, en quelque sorte, déterminer une croissance équilibrée. Donc, il dit que l'effet du profit sur l'investissement doit être compatible avec l'effet de l'investissement. C'est-à-dire que le taux de profit engendré par le taux d'investissement doit être précisément celui qui tend à engendrer le même taux d'investissement. Ça veut dire quoi? C'est que le taux de profit, par exemple, prenons l'hypothèse que l'entreprise a occasionné, par exemple, un niveau de profit par exemple, un niveau de profit de 10, par exemple. Maintenant, ce taux de profit a engendré, par exemple, un niveau d'investissement de 20. Maintenant, d'après l'auteur, c'est que ce même taux, ouais, d'investissement devrait, au final, pourrait produire le même taux d'investissement. Pourquoi? Parce que, j'aime te dire, c'est qu'il y a un rapport réversible. Pourquoi? Ça veut dire une capable occasionnelle. Donc, plus précisément, celui qui tend à engendrer le même taux d'investissement en quelque sorte. Donc, toujours, selon ces auteurs, en termes de conclusion, donc vous voyez que Robin et Caldor y accentué sur l'épargne, donc comme facteur déterminant, l'épargne comme facteur déterminant qui devrait égaliser l'investissement pour occasionner une croissance équilibrée, mais montrer qu'au cas où l'épargne ne suffit pas, automatiquement, on peut faire recours au profit, mais notamment lui montrer que ça dépend surtout de la notion de répartition, ça veut dire au sein de l'entreprise, combien au sein
de, au niveau des recettes qui allaient à l'épargne et notamment au profit, et c'est ça qui va le déterminer, ça va l'équilibre. Mais cependant, Robinson, lui-même, il montrait que pour gagner équilibre au niveau de la croissance, ou équilibre au niveau de la production, il faut que, il faut que l'investissement également, le profit évolue de manière harmonieuse. Donc, on regarde ici, ainsi, il dit dans les modèles de Caldor et également de Robinson, le problème du fil de rasoir ne peut être résolu par la répartition de revenus. Donc, quand on parle de fil de rasoir, donc c'est difficile d'arriver à la croissance équilibrée. Raison simple, parce que les facteurs de croissance donc, sont dans l'inquiétude d'évoluer au même moment ou encore au même rythme. Donc, dans ce cas, donc, c'est difficile d'arriver à la croissance selon Howard et Doma. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont considérés comme ça, c'est un fil du rasoir en quelque sorte. Maintenant, pour résoudre le problème, ça, donc Caldor ainsi que Robinson montrent que ce problème-là devrait être résolu par ce qu'on appelle la notion de répartition de revenus. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire appel à la notion du profit pour résoudre le problème. Donc, c'est elle qui permet, c'est ce qu'on appelle la répartition, c'est la répartition qui permet d'assurer une croissance équilibrée en ajustant l'épargne à l'investissement chez Caldor et l'investissement comme source de profit à l'investissement induit par le profit chez Robinson. Donc, pour Caldor, il faut ajuster, par exemple, l'épargne à l'investissement, notamment à partir du profit. Mais pour Robinson, de préférence, c'est de considérer le profit et l'investissement comme deux facteurs qui devraient en quelque sorte évoluer au même rythme parce que l'un dépend de l'autre en quelque sorte. Donc, c'est ça en termes de position de Caldor, également la position de Robinson relativement à la théorie de la croissance équilibrée. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Il a fait 8 heures. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions, là? Donc là, n'oubliez pas ici, Non, pour moi, tout est clair. tout est clair. N'oubliez pas, c'est que dans les slides, ce sont en fait, ce sont des résumés. Mais cependant, il faut lire, hein. Il faut lire le document. Il y a tant d'autres choses. Donc là, c'est surtout les résumés des slides, des différentes théories pour vous faciliter la compréhension en quelque sorte. Donc, c'est ça un peu. Maintenant, il nous reste 30 minutes. C'est pas bien temps pour introduction de cette partie-là parce que